Zahed qui est là, à l'occasion de la venue à Paris de deux chercheurs, écrivains spécialisés sur les questions à la fois de masculinité et de sexualité dans le champ islamique, que nous sommes vraiment très très contents d'avoir ici ce soir. Donc, il s'agit tout d'abord de Abdeno Prado, qui était précédemment président de la Junta Islamica Catalana, donc le Conseil islamique catalan, et qui est toujours président du Congrès international du féminisme islamique, et donc qui est actif sur le champ des droits sociaux, des droits civiques des musulmans en Espagne, et qui est très engagé dans les questions de dialogue interreligieux. Il a publié un certain nombre d'ouvrages sur des questions donc sur des questions liées à plus que la réforme, à d'autres perspectives de nouvelles théologies islamiques, et fait des conférences un petit peu partout dans le monde et à l'université en Espagne. Il a aussi enseigné, donc c'est un spécialiste de la culture musulmane et de la religion. Parmi ses ouvrages, il a écrit 6 ouvrages qui sont tous en espagnol. Donc tout d'abord, je vous dis les titres en anglais: The Challenges of Islam in the 21st Century en 2011, Islam as Mystical Anarchism en 2010, The Political Language of the Quran en 2009, The Return of Islam to Catalonia en 2008, Islam Before Islam en 2007, and Islam in Democracy in 2006, en 2006. Donc, aujourd'hui, il va nous présenter une communication qui s'intitule « Les masculinités islamiques », un processus ouvert, donc un open process. Donc, il va parler en anglais. Je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de langue de l'anglais des personnes dans la salle, mais ce que je ferai, c'est que je ferai un petit résumé de ses propos afin de faciliter les débats. Par contre, il comprend et il parle très bien le français, donc vous pourrez lui poser des questions en français. Il en répondra peut-être en anglais, mais voilà. Donc ensuite, la deuxième intervenante, c'est Laure Rodriguez-Quiroga, qui est également spécialiste sur les études islamiques et qui travaille à l'université Complutense de Madrid en Espagne, et qui, elle aussi, est engagée dans le champ des nouvelles théologies islamiques et particulièrement du féminisme islamique, particulièrement dans le champ européen et en Espagne maintenant. Elle a travaillé longtemps en Amérique du Sud comme travailleuse sociale. Elle a beaucoup travaillé sur les droits des femmes. Et donc maintenant, elle est rattachée à l'Institut des études euro-méditerranéennes de l'Université Complutense de Madrid, où elle est responsable du département sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc en ce moment, elle est présidente de l'Union des femmes musulmanes en Espagne et elle est co-directrice du Congrès international du féminisme islamique. Donc elle va nous présenter une communication sur la question du militantisme des lesbiennes musulmanes en Espagne et sur la question des enjeux qui se posent à elle aujourd'hui. Ensuite, on aura une toute petite discussion de leurs interventions, donc elle parlera en français. Une toute petite discussion de leurs interventions, donc de la part de Gianfranco Uccini, qui est là, qui est à terre à l'EHESS et qui a fait une thèse sur la question des masculinités au Maroc. Et également, donc, interviendra Ludovic Zahed, qui est donc le président de CALEM et qui est doctorant à l'EHESS et qui travaille sur les questions d'engagement LGBT islamique. J'interviendrai également et ensuite on lancera le débat avec les intervenants. Donc je laisse d'abord la parole à Abdeno Prado.
Merci Stéphanie. Je suis désolé, je n'ai parlé le français. Je comprends bien le français pour faire la conférence, c'est très difficile pour moi, donc je parlerai en anglais. Bismillahirrahmanirrahim. I will provide in this conference a sample of a much larger investigation research I made about masculinities in Islam. My main objective is to show how Islam has been progressively masculinized, and that implies the imposition of patriarchy as a historical process. I want to show that the patriarchy in Islam has been imposed as in a historical process. Then I will reflect on the impact of colonization and about Muslim masculinities in contemporary Europe. We do not have much time, so I will prefer to read, to focus on the paper. First three. Yes. Vous m'avez pas répondu. C'est important que je résume en français ce qu'il dit ou pas? Oui. Donc, il va travailler sur comment l'islam a petit à petit été masculinisé, afin de montrer comment cette question du patriarcat en islam est le résultat d'un processus historique. Et il va notamment aborder la question de la colonisation dans l'élaboration de ce processus historique de masculinisation de l'islam. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a perdu la... Pardon. J'ai perdu le... Je sais pourquoi. Je sais pas. First, three first remarks. The gender issue is incomplete without considering masculinity. It has often been said that in the patriarchal mentality, man is constituted as the one and the woman as the other, subordinated to the man. The man is the paradigm of the human, and the woman is subordinated. And it is precisely to preserve a certain concept of ideal masculinity that is necessary to seclude women, segregate them in a differentiated mental and social space. But despite this, there are very few studies that render Muslim men visible as gendered subjects and that show that masculinities are part of gender relation in Muslim cultures. Donc la question du genre est incomplète sans l'étude des masculinités. Donc il a bien été montré que pour préserver une certaine idée de ces masculinités islamiques, il y a eu cette imposition de la séclusion des femmes et d'espaces qui seraient ségrégés. Mais malgré cette construction, il y a très peu d'études sur la question des masculinités en islam où les hommes sont des sujets de ces études, des sujets d'histoire avec une capacité d'agir. The second remark is that masculinity in Islam has a history. There is no a single model of masculinity in Islam, of course. The history of Islam offers a variety of models. Economic, social, class, age, ethnicity, membership, history, and political situation condition the concept of masculinity dominant in a precise historical moment. If we deny this, in fact, we are contradicting the very nature of the gender studies that have led to the emergence of the category of masculinity, highlighting this historicity of the concept
of masculinity keeps us from falling into any kind of essentialism. We hear about stereotypes about Muslim women, but we have also stereotypes about Muslim men. The millionaire sheikh, the obscurantist mullah, the vociferous Muslim, and so on. We know Muslim men are also stereotypized. But it's interesting to note that those current images are in contradiction or in contradiction with the ancient image of Muslim men as effeminate from the Western point of view. In the Persian and Ottoman miniatures, men are often portrayed as sensitive and sensual. Not all are hardened males, offering a model that incorporates aspects considered as feminine, the use of perfumes, grooming, affection, the culture of the hammam, crying also as expression of masculinity. And it has a history. Sorry. Donc les masculinités en islam, il veut vraiment insister sur le fait qu'elles sont évidemment historiques, qu'elles ont une histoire, qu'il n'y a pas un seul modèle de masculinité en islam, qu'elles sont dépendantes des questions de classe, des questions économiques, de questions de période. Et donc il y a différents concepts de masculinité à différents moments historiques, ce qui permet de remettre en question toute forme d'essentialisme. Si on a bien remarqué la question des stéréotypes sur les femmes musulmanes, il en existe tout autant sur les hommes. Le stéréotype du mollah, le stéréotype divers types de stéréotypes. Et donc il revient sur cette question en parlant tout d'abord de la première image qu'on voyait dans les miniatures ottomanes et persanes, d'un homme qui est plutôt efféminé, avec la question de la culture autour du parfum, du hammam, etc. The third remark is that despite this historicity, it's evident that the dominant model of masculinity is modeled under the patriarchal perspective. And then I want to show how this masculinization of Islam and this imposition of a dominant model of patriarchal masculinity has been the product of an historical process. We are going to see how this masculinization has been presented in different levels, introducing specific nuances to the model of masculinity. This process can be traced in the Sirah or biography of the Prophet, in Quranic interpretation, tafsir, philosophy, in Sufis, sexuality, fiqh, and so on. I'm going to make a little point about all this. Donc on a petit à petit historiquement une masculinisation de l'islam et l'imposition progressive d'un modèle de type patriarcal. Donc il va essayer de retracer la manière dont ce modèle patriarcal hégémonique et dominant s'est construit à partir d'une étude à la fois de la biographie du prophète, des questions d'exégèse coranique, du tafsir, également de la jurisprudence et du droit musulman, le fiqh. The first one is the Sirah, or the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sunnah, or prophetic praxis, has been masculinized through his biography. The Prophet is presented as a political leader and less as a spiritual master. The life of the Prophet Muhammad has been explained as a history of salvation, as the foundational political myth of the caliphate. The religious is subject to the political, and at the same time, public space is presented as characteristic of prophetic mission, and women are excluded from this space. Here we see the Prophet as a warrior. This is part of this process of masculinization. Focusing on that. Donc tout d'abord, à partir de la Sirah, la biographie du prophète,
et également de la tradition de la Sunna, où on voit les processus de masculinisation, où il est présenté donc, comme un leader spirituel dans un contexte où c'est le religieux et surtout paraît, comment on dit, moins important que le politique, où c'est le politique qui domine en tout cas le champ, et où le prophète est surtout et beaucoup présenté comme un guerrier. Also, in the second is ethics and values. The values proposed in the Quran cannot be considered either as masculine or feminine. We talk about humility, courage, compassion, generosity, patience, flexibility, fairness, kindness, tolerance. Sorry. I can give you the paper. You will say yes. Those are universal values. But despite that, however, Islamic ethics has been masculinized. And then highlighting as socially recognized those virtues that fall under the category of murugwa or virility, bravery, courage, generosity, honorability, the excellence in fighting in the war, honesty, practical wisdom, a range of values that came from the pre-Islamic era and are linked to man's role as guarantor of tribal and family honor. Donc, malgré le fait que les valeurs qui sont dans le Coran ne peuvent pas être considérées ni comme masculines ni comme féminines, quand on pense à l'humilité, le courage, la compassion, la générosité, la patience, la flexibilité, le fait d'être juste, la gentillesse, la tolérance, le savoir, etc. Mais en dépit de cette éthique de l'islam, cette éthique de l'islam a quand même été masculinisée en insistant sur toute une série de valeurs sociales qui sont liées à la question de la virilité, avec la bravoure, le courage, la générosité, le fait d'être honorable, les capacités, l'excellence dans le combat, l'honnêteté, la sagesse. Donc toute une série de valeurs qui viennent de la période pré-islamique et qui sont plutôt liées au rôle de l'homme comme garant de l'honneur de la tribu ou de la famille. Also sexuality. Here we have the emphasis put on the Prophet's prodigious sexual capacity, as related in some ahadith collected by Ibn Sa'd. One of these supposed ahadith says that the Prophet copulated in one night with all his women, 9 women. No, this is a tale, of course. This superhuman virility is related to his prophetic dawn, is the expression of a powerful manhood that is able to dominate and control the sexuality of several women. And despite that, we have other range of values, of possibilities that are marriage based on love, respect, tenderness, and mutual support that we find in the Quran. Donc ensuite, il y a la question du fait qu'il y a eu une manière d'insister sur la question de la sexualité, et notamment sur les capacités prodigieuses du prophète en termes de sexualité, comme c'est rapporté par le hadith rapporté par Ibn Sa'd. Et un de ces dires était que le prophète aurait satisfait 9 femmes en une nuit. Donc cette sorte de virilité surhumaine est reliée à la question du don prophétique. Et donc cette manière, cette expression d'être une masculinité, on va dire, capable
débordante, on va dire, qui est capable donc de dominer, de contrôler la sexualité autour de plusieurs femmes. Also in Sufis we see, yes? In Sufis we see alternative models of masculinity and even a high regard to femininity as ontologically superior to masculinity. Therefore, this attempt to blur the boundaries between the sexes, and great spiritual teachers of Islam did not hesitate to describe the essence of good as feminine. As Ibn Arabi, Rumi, we have here two quotations. Rumi, the essence of God is feminine. Ibn Arabi, God's activity is best observed in woman. But despite this, we have also the masculinization of Sufis through Turuk or Tariqa Sufi, controlled by sheikhs and by male leaders, and excluding several times women. Also, I can quote here Al-Ghazali and other authors that show that they see the Sufi, the mystic, as a man, and they don't even consider that a woman can have any kind of spirituality. Alors même quand on regarde la question du soufisme, on voit au départ des modèles alternatifs de masculinité et même une présence extrêmement forte de la féminité, une présence de la féminité qui serait ontologiquement même supérieure. Et donc ce qui tend, donc là il fait référence à Rumi avec l'essence de Dieu qui serait féminine, ou à Ibn Arabi, qui lui aussi atteste de la présence de Dieu, en tout cas qu'elle serait plus présente dans un contexte chez les femmes, dans un contexte de féminité. Donc ce qui tente à gommer les frontières entre les sexes, puisque donc de grands leaders n'ont pas hésité à dire que l'essence de Dieu était féminine. Mais pourtant, malgré ça, c'est finalement le patriarcat qui va s'imposer, notamment à partir du moment où le soufisme s'est institutionnalisé en ordre autour de leaders et de chefs qui ont en général plus ou moins exclu les femmes. Here we have two images of a patriarchal sheikh, two contemporary images. The sheikh of the Turuk Naqshbandi, the Tariqat Naqshbandi, really patriarchal Sufis, and also a sheikha of the Mevlevi order. She is a sheikha, she is a woman that leads the prayer and the Tariqa in North America. It's only two examples. Also, tafsir or Quranic commentaries. Quran has been read mostly in a patriarchal way. In some cases, the Quranic commentators show openly his misogyny. All through the Quran addresses men and women alike and appeals to personal understanding by reason. Men have taken over the exclusive of the centers of knowledge and Quranic exegesis. I have here also, you are not going to see girls in the schools of Quranic exegesis. This is only an image. Yeah, and in fact it has not survived no one Quranic commentary written by a woman. And there are hundreds of Quranic commentaries by men. Alors aussi dans le champ du tafsir, des commentaires sur le Coran, de l'interprétation du Coran, il a été lu, interprété d'une manière patriarcale, et les commentateurs montrent même une misogynie assez claire, en dépit du fait que le Coran s'adressait aux hommes et aux femmes de la même manière, et qui faisait appel à la compréhension individuelle et à la raison de tous. Les hommes ont pris le pouvoir sur cette interprétation et sur l'exégèse coranique, et aucun commentaire coranique fait par une femme n'a survécu, n'a passé l'histoire, n'a passé
dans l'histoire. And also in fiqh or jurisprudence, Islamic jurisprudence, the mission of the experts, the men of knowledge. This is another concept of masculinity in Islamic history. The men, the wise man, who knows, who uses his reason to understand what God has said to humanity. Extracts from the Quran or the Sunnah of the Prophet an entire legal system to be imposed as a divine law to the whole society that establishes the primacy of the normative above the ethical, the juridic above the spiritual. And this body of ulama, of fuqaha that construct Islamic law or Sharia, excludes women under the excuse that these are not trained to interpret the Quran objectively because of their emotivity and deficiencies in religion. The resulting is a very strong patriarchal jurisprudence, selling the fate of Muslim communities, corseting the liberating elements of the Quran, and all this consolidates a king of masculinity, man as head of the household, responsible for preserving the honor and to protect and keep women considered as weak and a source of conflict. All the casuistry of traditional fiqh is designed to favor men and submit women. Alors, en ce qui concerne la jurisprudence islamique, le droit musulman, donc, qui était donc la manière de prendre à partir du Coran donc, et de la sunna du prophète, d'en tirer tout un système légal et un système juridique, qui ensuite s'est imposé comme, entre guillemets, une loi divine aux sociétés à travers un certain nombre de lois. Et là, s'est établie petit à petit la primauté du normatif sur l'éthique, du juridique sur la dimension spirituelle. À partir de là, être musulman est devenu une manière d'obéir à un Dieu distant qui dicterait des lois qui seraient donc dans les mains des oulémas, des savants, qui sont les seuls autorisés à interpréter cette volonté de Dieu. Et ce corps des oulémas a progressivement complètement exclu les femmes, avec l'idée qu'elles n'étaient pas suffisamment compétentes pour interpréter le Coran d'une manière objective, et notamment en raison de leur nature innée, qui serait faite d'émotivité et de déficience concernant la capacité de réfléchir en religion, ce qui a abouti à une jurisprudence qui est évidemment extrêmement patriarcale et qui a en gros fermé le devenir des communautés musulmanes, qui a corseté les éléments libérateurs qui étaient contenus dans le Coran, et ce qui a évidemment consolidé une forme de masculinité, donc l'homme comme responsable du ménage, de la famille, qu'on voit dans les lois concernant le code du statut personnel, responsable de l'honneur et de protéger les femmes, considérées comme faibles et comme en plus source de conflictualité. Et toute cette casuistique du fiqh, de la jurisprudence traditionnelle, a favorisé les hommes au détriment des femmes. And finally, in short, we have seen how, through an historical and ideological development, the patriarchal perspective has been imposed as the Islamic orthodoxy and orthopraxy, to which all Muslims must obey, and we've also seen that this development is linked to some particular models of masculinity. This is what I want to show. Ultimately, the decline of the Islamic world is parallel to this process of masculinization of society and religion, and denial of and relegation to second place of the feminine attributes of God. No, this is another. In the 20th centuries, in the 12th centuries, Averroes, the
Andalusian scholar, predicted that the exclusion of women will lead to the ruin of Muslim cities. This exclusion has come to an unthinkable extreme, converting women themselves in harem, something forbidden and inviolable, which protection and surveillance define men's honor. Donc en bref, on a vu à travers le développement historique et idéologique s'imposer la perspective patriarcale et une orthodoxie et une orthopraxie islamique auxquelles les musulmans seraient censés obéir. Et on a aussi vu que ce développement est lié à des modèles particuliers de masculinité. Et en dernière instance, le déclin du monde islamique semble suivre ou être parallèle à ce processus de masculinisation de la société et de la religion et à la relégation à une place de second rang des femmes et des attributs féminins de Dieu. Ouais, ce qui a été, ce qu'il a rappelé, c'est qu'Averroès et Ibn Rushd avaient prédit que cette exclusion des femmes amènerait à la ruine des villes et des sociétés islamiques. Et cette exclusion est arrivée à un extrême avec la constitution des femmes comme un domaine interdit, inviolable, autour de la notion du harem et du maharim, et aussi de la question de leur honneur défendu par les hommes. Then we can imagine the impact of colonization to this model of Muslim masculinity. The invasion of the motherland is perceived as a violation of the mother and a branch of honor. The North, the Europe, the West, is equated to the civilization of reason, strength, discipline, order against an Islamic world that is seen as sensual, chaotic, and decadent. The West is seen as the male that dominates a feminicized Muslim world. The Muslim man is outraged. He discovers that in the eyes of the Westerners is lazy, useless, passive, and effeminate. Under these conditions, everything favors the emergence of a model of aggressive masculinity. Donc c'est ce qui se passe jusqu'à l'arrivée de la modernité et du colonialisme, où là l'occupation, enfin la prise en main de la mère patrie est perçue comme une violation de la mère et comme une atteinte à l'honneur. Et à partir de là, le Nord est assimilé à la civilisation de la raison, de la force, de la discipline, de l'ordre, qui s'oppose donc à un Sud qui est vu comme plutôt sensuel, chaotique et décadent. Et dans ces discours, dans ces représentations, le Nord équivaut le Nord ou l'Ouest, selon l'Ouest plutôt, et représente le masculin qui domine un Sud ou un Orient qui serait féminin. À partir de là, l'homme musulman, la masculinité islamique est dévalorisée, et il découvre que dans les yeux des Occidentaux, il est perçu comme à la fois fainéant, inutile, passif et efféminé. Ce qui a favorisé, d'une certaine manière, un modèle de masculinité agressive. Muslim masculinity then cannot escape the seductions of resistance. Islam is vindicated as an ideology of resistance,
and therefore is in opposition to Western values. The main objective is to resist colonialism in all its forms, military, economic, cultural, but also to resist the decline of the collective self. Everything has to resolve around Islam, leading to the Islamization of all aspects of life. But this reduction of Islam to ideology of trench dismantles its spiritual message, and it leads to a warrior and a military, almost military concept of masculinity, and the emergence of a warrior concept of masculinity, to say something. It's clear. Donc à partir de là, la masculinité islamique ne pourra pas tellement sortir d'une perspective de résistance, et l'islam est donc revendiqué comme une idéologie de résistance, et à partir de là en opposition avec les valeurs occidentales, l'objectif principal étant de résister au colonialisme dans toutes ses formes, militaires, économiques, culturelles, mais aussi de résister au déclin d'un soi collectif. Tout doit se résoudre autour de l'islam comme religion, ce qui amène à une islamisation de tous les aspects de la vie, mais qui peut être une islamisation extrêmement aliénante. Et par cette réduction de l'islam à une idéologie de résistance, de tranchée, cela, quelque part, détruit ou amoindrit le message spirituel. Et c'est précisément dans cette dimension spirituelle qu'existe la possibilité d'un modèle qui serait non sexiste pour... Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à nos deux intervenants. Je vais laisser la parole aux deux premiers discutants, mais je voulais juste dire juste un mot sur le fait que, bon, comme vous l'avez constaté, à la fois Abdelnour et Laure sont... sont acteurs en fait du champ dont ils nous parlent, et du coup je pense que ça change nettement la manière de recevoir leurs propos et les questions qu'on peut leur poser, puisque vous êtes tous les deux positionnés en tant que musulmans, donc convertis, d'après ce que je peux comprendre. Donc vous vous positionnez en tant que musulmans, et donc à l'intérieur de ce champ-là, voilà, vous faites un certain nombre de constats, et donc moi ce que j'aimerais savoir après dans un deuxième temps, c'est quels sont en gros à vous proposer des choses, il faut que le féminisme islamique, etc. Mais donc c'est un engagement, c'est une forme d'engagement à une prise de position à l'intérieur du champ islamique qui est le vôtre, et moi j'aimerais après en savoir plus là-dessus. En fait. Mais bon, je reviendrai là-dessus, je laisse la parole d'abord à soit à Ludovic, soit à Jean-Franco. Merci beaucoup pour ces interventions très riches et qui viennent effectivement de l'intérieur. En fait, l'intérieur et l'extérieur, surtout ce que vous avez posé, c'était très intéressant. J'avais quelques remarques peut-être sur le premier Prado, sur l'intervention de Prado sur les masculinités. Et je me demandais effectivement si... En fait, j'avais l'impression que dans l'intervention, il y avait peut-être... en fait, je comprends tout à fait la position de partir d'une bonne perspective de féminisme islamique. Et donc à l'intérieur de la religion, dans un discours qui est interne au discours religieux. Mais je me demandais cette historicité de la masculinité, donc d'une masculinisation de la société islamique, si ce n'était pas un peu trop calquer le signe, trop calquer la main sur cette masculinisation de la société islamique, comme vous le faites, et en prenant par exemple
le Coran et donc la révélation comme un point fondateur, ou un point où on dirait que tout commence. Et qu'après, donc, on aurait une masculinisation au fur et à mesure dans la société ou dans la religion. Il y a peut-être, pour résoudre un peu cette impasse, il y a peut-être la difficulté de mélanger un petit peu le discours de la théologie musulmane et des pratiques sociales. Peut-être qu'il y a là une petite synthèse entre les deux qui font qu'on voit. On est dans l'impasse quand on a ce modèle généalogique et surtout un modèle de décadence par rapport à un instant de perfection de la révélation et qu'après ça se gâte parce qu'il y a les sociétés, parce qu'il y a le système patriarcal. Donc, par contre, si on considère qu'il y a la révélation, ce n'est pas un moment du début, mais que la société était déjà là au moment de la révélation. Et si on différencie les deux moments et les deux sphères d'analyse, je trouve qu'on pourra trouver plus d'arguments pour vous le faites, parce que pour être franc, j'ai aussi lu autre chose de vous pour me préparer à la journée. Et je vois que l'ambition est celle de retrouver dans le discours religieux les moyens pour retrouver un autre discours sur le masculin. Oui. Je trouve que ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important. Mais par contre, fait comme ça, on a l'impression que vous opposez le social au religieux et ou l'histoire est au religieux. Et moi je trouve que c'est un peu, je dirais pas dommage, mais ça perturbe un peu la compréhension de votre propos. Et surtout parce que, peut-être je me trompe, mais vous avez justement mis l'accent sur l'impact de la colonisation. Et pourtant, cet impact de la colonisation, il me semble-t-il, dans le discours et dans la sphère des idées, ça a été justement celle d'imposer une vision de l'islam comme une vision de décadence et comme une vision d'un âge, une vision orientaliste évidemment. Les orientalistes ils pensaient qu'au Moyen-Âge et au début de l'islam, tout allait bien. Au Moyen-Âge, même l'islam était quelque chose d'était supérieur à la chrétienté et qu'au fur et à mesure, ça allait en décadent. Et jusqu'au moment colonial, c'était la décadence pure et donc on était dans le droit de porter un peu de civilisation. Donc, je ne dis pas que vous dites la même chose, mais je veux dire, je trouve que c'est intéressant le fait de voir les processus historiques qui sont liés au changement de la masculinité, mais en même temps, je trouve qu'il ne faudrait pas non plus reprendre les mêmes armes qui sont utilisées contre l'islam pour le défendre. Et même quand vous faites référence à Ibn Rushd, c'est un des arguments typiques de l'âge d'or de l'Andalouse, pour dire que l'islam avant était tellement bien. Maintenant, par contre, c'est un peu... voilà, c'est... Et puis aussi, si on reste dans le discours social, dans le social pur, et donc on a déjà fait cette distinction entre religion et social, qui est déjà une distinction, me semble-t-il, un peu... bon, ça c'est une autre question. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas du tout théologique, enfin, je ne peux pas rentrer dans le discours théologique, mais me semble-t-il que la religion, d'un point de vue anthropologique, je suis anthropologue, c'est difficile de l'extrapoler complètement, sauf à vraiment rentrer dans un discours théologique qui est celui des théologiens. Et mélanger les deux me semble un peu, d'un mon point de vue, ça m'a fait hasardeux. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que vous tracez un portrait d'abord historique et à la fin un portrait de la société, des sociétés islamiques plutôt, en partant des talibans, après des masculinités en Europe, comme
une vision, forcément, c'est aussi le temps qui manque. Mais je trouve que dans cette vision, dans ce que vous appelez le patriarcat, dans les sociétés islamiques, il y a aussi beaucoup déjà de modèles différents à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un modèle de masculinité, il y a plusieurs masculinités qui sont concurrentes. Donc, il semblerait que vous dites que dans votre propos, on aurait une masculinité islamique unique qui serait là pour à être changée. Mais il y en a beaucoup déjà de modèles à l'intérieur. Je ne sais pas si je continue. Bonjour. Ouais. Pour le deuxième papier, il me semble que moi je vais poser des questions plutôt sur le contexte de l'enquête que vous avez conduite. Parce que si j'ai bien compris, il s'agit de personnes LGBT en Espagne, mais aussi autour de la Euroméditerranée. Donc il s'agit de Maroc, Espagne, si j'ai bien compris, et Égypte. Oui, il y a d'accord. En France aussi. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était très riche et ça donnait. C'est très rare d'avoir des recherches sur le lesbianisme déjà en général et dans un contexte musulman ou islamique ou euro-méditerranéen, c'est encore plus rare. Je me demande par contre aussi, il n'y a pas une différence entre les réponses que vous avez pu avoir des enquêtés, si ces réponses étaient plus, quand elles arrivaient des femmes qui étaient plutôt en Europe depuis longtemps ou depuis très peu, ou des femmes qui étaient dans les pays islamiques et qui venaient d'arriver ou qui peut-être étaient là-bas. Parce qu'au fait, c'est important de contextualiser la parole des enquêtés et je trouve que ça en dit beaucoup sur les choses qu'on trouve. Et deuxième chose, je me demande aussi si le discours général dans les contextes islamiques ou musulmans, ce n'est pas un peu les mêmes arguments qu'on trouve partout. En fait. Je trouve que quand on dit la réponse sur la maladie, l'homosexualité comme une maladie, l'homosexualité comme ça c'est une réponse déjà que l'homosexualité était une maladie jusqu'à il y a pas longtemps. Donc pour l'Organisation mondiale de la santé était considérée comme une maladie. Donc je me demande si c'est pas non plus, si c'est spécifique, je veux dire ça, spécifique à l'islam ou si c'est juste la reprise d'argumentaires qui sont généraux et je me demande aussi s'il n'y a pas là aussi une considération de, vous avez très bien dit que l'homosexualité est une institution qui une identité, une identité politique politique et sociale qui est née en Europe en tant que catégorie. Et je me demande quels sont les effets donc, de passage de ces catégorisations entre le contexte européen et le contexte islamique. Bon, on va juste, merci beaucoup Jean-Franco pour cette mise en perspective. On va juste, Ludovic, si tu veux intervenir assez brièvement, moi je poserai une ou deux questions. On va laisser la parole à la salle qui a des questions, parce qu'on n'a pas un temps infini. Et donc moi ça m'a inspiré une réflexion sur l'islam radicalement alternatif et des représentations identitaires qui sont au-delà de la réforme. Ce week-end, comme on l'a dit en début de séance, des musulmans progressistes, féministes, inclusifs
des militants des droits humains, etc., se sont réunis à Paris à l'occasion des 3 jours du colloque organisé par Calem, la Confédération des associations LGBT européennes et musulmanes. Le but avoué de ces citoyens engagés, là on l'a vu sur le terrain, comme ils se définissent eux-mêmes, étant de contribuer, disent-ils, à la libération des minorités au sein de l'islam, à l'indépendance de pensée par rapport à des préjugés liés à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, en soutenant l'expression de diversité des représentations identitaires depuis l'intérieur de l'islam et de manière radicalement subversive. Pour autant, encore trop souvent, les minorités, au sein des minorités au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, mais aussi en Europe, finalement, au sein d'États considérés comme laïques, sont pris en otage, en quelque sorte, entre ce que certains qualifient d'une part de politico-nationalistes, voire racistes, dont on a pas mal parlé ces derniers mois, notamment au moment de l'élection présidentielle, et d'autre part d'international gay impérialiste. Un extrême exerçant une pression au conformisme politico-religieux, l'autre au conformisme identitaire, sexuel, capitaliste. En l'occurrence, on a accueilli lors de cette conférence un jeune Palestinien qui s'appelle Abdallah Rawashta, qui est réfugié à l'heure actuelle en Norvège, qui a fondé une association For Palestinian Queer, pour soutenir de l'extérieur les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés. 2 de ses amis sont décédés d'ailleurs hier, c'est ce qu'il a dit lors de la conférence où il a témoigné. Des gens comme Abdallah ont été qualifiés, enfin, ont été accusés de pinkwashing, c'est-à-dire de servir en fait les intérêts d'un gouvernement sioniste en place en Israël à l'heure actuelle, du fait de parler de cette violence ouvertement. Et donc, il nous a dit qu'il avait rétorqué à certains de ses détracteurs: tu es un arabe d'Israël, moi je viens des territoires, moi je suis pris entre les Palestiniens qui veulent me tuer parce que je suis gay et les Israéliens qui veulent m'expulser parce que je suis arabe. Cet exemple semble illustrer assez bien la dissonance cognitive vécue par des individus pris entre, quelque sorte, entre le marteau et l'enclume, entre différentes situations politiques où finalement les minorités LGBT, comme on les appelle le plus souvent, semblent être d'une façon ou d'une autre les otages de tractations politiques qui semblent leur échapper, qui ne sont pas représentatives, semble-t-il, on pourrait le penser, de ce qu'ils voudraient vivre au quotidien. Un autre exemple en France, cette fois-ci avec le collectif citoyen des homosexuels musulmans de France, HM2F, qui aussi semble être pris entre le marteau de l'islamophobie et celui de l'homophobie, se voit d'un côté fortement pressé socialement de ne pas dénoncer les violences directes ou indirectes que certains d'entre eux disent subir au sein de la communauté musulmane, des communautés musulmanes, de leur famille d'origine musulmane, on est d'accord, ce sont des étiquettes, afin de ne pas donner l'image d'une communauté musulmane de France très sensibilisée à l'heure actuelle par la montée d'extrémisme politique de tous bords, alors même que certaines interassociatives parisiennes, en l'occurrence, auraient déclaré en réunion publique: vous êtes musulmans, les musulmans ont un double discours, on ne peut pas vous faire confiance. Craignant vraisemblablement que la culture gay, c'est un terme qui a été utilisé par des gens comme Caroline Forest, par exemple, lors d'une conférence qu'elle a donnée à Marseille, au moment de la Gay Pride, comme la nomment certains activistes comme elle. La question donc est de savoir si vous, qui pourrez être considérés comme des musulmans alternatifs en quelque sorte, destinez vos actions en Espagne et en Europe à réformer l'islam. C'est un terme que certains leaders musulmans européens qui se disent eux-mêmes radicaux utilisent régulièrement. Votre démarche intellectuelle aux portées sociales engagées sur le terrain pourrait être considérée comme conforme à l'approche d'une anthropologie réflexive et participante, assez mal connue en France, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'en serais incapable en détail en tout cas. Une approche difficile et risquée dans laquelle les intellectuels espagnols que vous représentez en quelque sorte ce soir sont les premiers à tenter de le faire à ce niveau-là,
d'avant-garde dans le sens le plus neutre du terme, c'est-à-dire avant les autres. Votre approche, donc, au-delà de la réforme dont on nous parle tant, porte-t-elle plutôt sur la libération vis-à-vis de pressions politiques qui semblent conduire inéluctablement au conformisme social et à l'essentialisme d'où qu'ils viennent des musulmans en Europe? Bon, merci beaucoup. Je vais juste faire un tout petit commentaire parce que sinon on n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps de poser des questions et ce serait vraiment dommage. Moi, juste pour souligner par rapport à ce que vient de dire Ludovic, effectivement, bon, en gros, on a des communautés qui, à divers endroits, et particulièrement dans le champ européen ou états-unien ou autres, seraient prises entre un homonationalisme et des accusations diverses de pinkwashing et aussi l'islamophobie. Donc, mais ceci dit, l'histoire des féminismes, notamment les féminismes dits subalternes, nous ont déjà montré des exemples similaires, ne serait-ce que le black feminism qui était pris dans le même type de contradiction, enfin, dans des contradictions similaires. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui doit être. Voilà, et donc j'en viens à la question par rapport au féminisme islamique. Donc, évidemment, le courant gay muslim et lesbian muslim arrive après le féminisme islamique dans son prolongement et grâce à lui, d'une certaine manière, en tout cas, ayant grandement contribué. Vous êtes tous les deux des acteurs de ce féminisme islamique en Espagne. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui quel est justement, au sein du féminisme islamique, depuis quand une partie de ce féminisme a fait ce choix de la défense aussi des questions LGBT, en tout cas les a pris en compte. Qu'est-ce que la Junta islamique a fait ou n'a pas fait ou fait ou ne fait pas dans ce champ? Et qu'est-ce que le Congrès international du féminisme islamique fait? Et quel est votre... Non mais pas en détail, mais je veux dire, quel est votre positionnement et quels ont été en gros les clivages qui ont